de bonnes expériences, justement la dernière, c que j'ai, citée avant. Au au Royaume-Uni, nous avons un groupe de travail qui inclut, regroupe aussi l'imam principal, donc du Royaume-Uni, ainsi que des experts académiques, des néonatologistes et moi-même représentant les lactariums. Et nous avons donc développé, certains statuts et la conclusion donc de ce travail de Travac, à partir du moment où il y a une parfaite traçabilité de ce lait, c'est acceptable pour, les musulmans, donc de donner du lait et bien sûr, tant que tant que cette traçabilité est gardée, pendant des années, si dans l'avenir, quelqu'un qui a reçu du lait, d'une femme musulmane, hem, pourrait dans l'avenir, savoir en fait, au moment d'un mariage, si, ils avaient partagé donc, le lait d'une autre, de la même femme. Et bien sûr, ils sont tout à fait, d'accord pour dire que c'est un acte, de générosité, que c'est très utile et que ça peut sauver, la vie de prématurés. Ça, c'est la base de la discussion. Mais, la possibilité de mettre en place cette traçabilité, et donc dans le temps, a vraiment été très utile et en Asie du Sud-Est, nous avons aussi, une communauté musulmane qui est très importante, à Singapour, également. Et à Singapour, ils travaillent, travaillent aussi avec, les leaders religieux et il y a eu aussi des discussions à propos de cela, de ces mêmes, questions. Et je pourrais vous les envoyer, Virginie. Donc, en Indonésie et en Malaisie, donc ils travaillent de la même manière, et donc nous avons, aussi certaines recommandations. Il est important aussi de considérer, toutes les religions et de travailler donc main dans la main aussi, pour que les choses soient très claires, dans n'importe quelle, communauté. Yes. La traçabilité est importante et la distribution de ce lait, de toute façon, reste, locale et pendant une très, très courte durée. Donc, c'est vraiment, très, facile, et il y a très, très peu de risques justement, p très, très peu de risques pour que ces problèmes de ah, il a des petits soucis techniques.
ce qui est intéressant, c'est que, il y a aussi des controverses, pour certaines communautés, hem, en ce qui concerne donc, le lait mis dans un biberon ou le lait, directement, tétant, la maman. Donc contrairement à ce que disait l'imam, de la mosquée de Paris. Je Oui, n'ai pas tout à Gillian, fait suivi, Gillian, ce que Gillian a dit, désolée, j'ai pas pu traduire. please, Gillian, have you a good a good idea, a good acceptation of to install human meat bank in north of Africa, in Maghreb. Heu, Gillian, est-ce qu'il y a des donc c'est une question de Claude à propos donc de l'actarium qui pourrait être installé, en Afrique du Nord. En fait, il n'y a pas de demande. Une question pour Virginie. Est-ce que Virginie a écrit certains articles justement ou certaines recommandations, pour justement, heu, informer, les familles, musulmanes? À la fondation du lait humain en Grande-Bretagne, nous sommes en train de développer, ces ressources, hein, pour, justement que les familles, puissent, décider, à partir donc d'éléments écrits. Donc bien sûr, si vous avez des questions, particulières, vous pouvez toujours m'envoyer un email. Il y a aussi une question en ce qui concerne, les collecteurs, hein, durant la pandémie. Est-ce que nous avons changé quelque chose de particulier? Nous avons juste changé, en fournissant donc des masques à notre équipe et ainsi que les gels hydroalcooliques, hein, et aussi évidemment les mesures barrières de distanciation, hein. La mère, donne aussi le lait dans des sacs en plastique. Il n'y a pas de manipulation, des flacons et chaque fois avant d'aller collecter le lait, nous demandons à la mère si elle a des symptômes ou si elle a des signes donc qui pourraient indiquer qu'elle a le covid et si, ah et donc si elle avait donc des symptômes, nous lui proposons de garder, le lait un peu plus longtemps, donc pendant 7 jours de plus, avant la prochaine collecte et donc elle pouvait utiliser ce lait pour son bébé, mais pas pour, la collecte de lait si justement elle avait des symptômes de covid.
ou si la maman a été en contact avec des personnes, positives, elle doit aussi le rapporter au collecteur et elle doit repousser cette, collecte. Nous avons la même chose en Royaume-Uni, nous mettons le lait en quarantaine. Au début, c'était 3 semaines, ensuite c'était 2 semaines et maintenant c'est seulement, 1 semaine. Et nous avons aussi développé un protocole de transport dans ces situations parce qu'en Royaume-Uni, nous utilisons essentiellement des coursiers, bénévoles et j'en parlerai un petit peu plus tard, dans ma présentation. Donc nous avons évidemment développé, des formations particulières, qui incluaient, sonner, mettre les sacs, à la porte, ensuite, la femme allait mettre les 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 bouteilles dans la glacière, pour qu'il n'y ait absolument aucun contact, comme une chorégraphie en fait, pour qu'il y ait, vraiment le peu de contact, le moins de contact possible et en fait, nous avons expliqué, à la donneuse que c'était pour protéger, nos collecteurs, évidemment. Et nous savons bien sûr que les lactariums, ont une équipe qui est toujours, très, très, très réduite, donc nous devons les protéger et si, l'un d'entre eux ne peut pas travailler, ce serait très difficile d'assurer, les services d'un lactarium et c'est pour cette raison aussi que nous essayons, de réunir, plusieurs lactariums pour qu'il y ait une certaine forme de solidarité. En ce qui concerne, essentiellement le personnel, par exemple et évidemment, c'est un travail un peu spécifique que nous n'aurions pas le temps de former du personnel du jour au lendemain. Nous avons, au Royaume-Uni des toutes petites lactariums, et nous avons aussi, la participation donc d'infirmières, de qui travaillent aussi dans ces lactariums et nous avions peur que ces infirmières soient recrutées, pour travailler dans les hôpitaux et qu'il nous manque, bien sûr, du personnel pour, pouvoir, gérer, les lactariums. Donc, maintenant nous allons passer à la présentation, sur donc, le déficit immunitaire, combiné sévère et la poursuite de l'allaitement maternel. Parler de déficit immunitaire combiné sévère et de la poursuite de l'allaitement. C'est un rapport, dans le cadre donc du Lactarium d'Île-de-France avec, donc la participation de 6 mères. Alors qu'est-ce que donc, ce déficit? C'est un large spectre de maladies génétiques caractérisées par, déficit profond de l'immunité cellulaire. C'est assez, fréquent et il y a environ entre 15 à 20 nouveaux cas diagnostiqués, par an en France. L'évolution est asymptomatique à la naissance et fatale avant 1 an en l'absence de traitement et ces bébés sont très vulnérables aux infections secondaires liées, à l'injection de vaccins vivants, par exemple. Il y a donc un traitement, c'est l'allographie de cellules, souches et une thérapie génique. Il y a une survie meilleure si le traitement est effectué avant 3 mois et demi
Il y a donc 96% de survie contre 66% si le traitement est effectué après 3 mois et demi. Donc, si nous avons une suspicion clinique durant le séjour en soins. Pardon. Ah, excusez-moi. L'allaitement, ça veut le protéger contre les infections secondaires. Excusez-moi. Donc, les risques, évidemment, du CMV sont élevés chez les prématurés, non pas chez les bébés nés à terme. La transmission, évidemment, le taux de transmission est environ de 38 à 59%, mais 5 à 25% donc, de bébés affectés sont symptomatiques. Donc, en général, santé vont dire n'allaitez pas votre bébé. Donc, c'est une étude que nous avons faite il y a quelques années, jamais publiée. Je n'ai pas soumise. J'ai décrit, mais je n'ai pas soumis. Donc, en fait, entre mai 2013 et août 2014, nous avons pasteurisé le lait de 6 mères séropositives du CMV et dont les bébés étaient placés en chambre stérile. Donc, pour la petite histoire, cela a commencé par une mère qui est venue chez nous en pleurs pour nous demander de l'aide afin de sevrer ce bébé. Et je voulais évidemment savoir pourquoi elle voulait sevrer son bébé. Elle nous expliquait que son bébé était atteint donc, de ce syndrome sévère, donc DIX, et que les professionnels de santé voulaient qu'elle sèvre son bébé. La pasteurisation de Holder et aussi les analyses bactériologiques ont été conduites en suivant évidemment le guide des bonnes pratiques de 2008. Et voici donc les résultats dans ce tableau. Donc, nous voyons bien qu'après congélation, il y a un petit peu moins donc, de présence du CMV. Et donc, après pasteurisation, il n'y a plus du tout de présence de CMV dans les lots de lait. Et c'est pour cette raison d'ailleurs que nous utilisons cette pasteurisation. Donc après pasteurisation, le lait était considéré donc sans bactéries pathogènes. Donc, contrairement à la congélation, la pasteurisation de Holder réalisée dans les lactariums est évidemment le seul moyen efficace pour éradiquer le virus du lait des femmes ayant des enfants atteints de DIX. Donc, ces enfants ont donc pu recevoir le lait de leur mère durant toute leur période d'isolement et aussi ensuite au retour à la maison. Actuellement, donc, aux États-Unis, il y a un dépistage néonatal des DIX et les taux de survie sont à peu près les mêmes qu'en France. Donc, ce dépistage néonatal améliore donc l'efficacité de la greffe. Il y a une meilleur taux de survie et moins de complications. Donc, en conclusion, il faudrait réfléchir à de futures recommandations pour les enfants dépistés comme atteints dans le déficit immunitaire combiné sévère. Et les lactariums devraient à l'avenir être plus sollicités
pour pasteuriser le lait des mères d'enfants atteints de DICS afin de promouvoir l'allaitement maternel en toute sécurité et de favoriser le lien mère-enfant. Donc, il n'y a pas de publication à ce sujet. Je suis désolée, il y a eu une petite interruption dans la traduction parce qu'en fait, j'ai reçu un appel et j'avais enregistré donc sur mon téléphone. Je suis vraiment désolée. Je ne sais pas si on m'a entendu. Merci, Virginie. Est-ce qu'il y a donc des questions pour le docteur Igour? Alors, une question pour Gillian. Est-ce que le lait est pasteurisé dans ces situations donc de bébés atteints de ce syndrome et si la mère est porteuse donc, du CMV? Donc, nous n'avons, en fait, au Royaume-Uni, nous n'avons pas de contact avec le lait de la mère du bébé, puisque nous utilisons seulement du lait de don anonyme. Nous ne traitons pas, donc en fait, le lait de la mère. En général, nous ne testons pas les mères pour le CMV, par exemple. Nous ne le saurions pas nécessairement. Le lait, bien sûr, pourrait être pasteurisé, mais en fait, il est donné cru à à tous les bébés, aux bébés, donc on avait l'habitude de faire, ce genre de choses, il y a très longtemps, il y a une trentaine d'années. Le lait maternel, donc le lait de la mère elle-même, était, pasteurisé, pour son propre bébé, mais nous avons arrêté, cette pratique depuis très, très longtemps. Donc, le lait de la mère du bébé n'est jamais, pasteurisé et je ne pense pas qu'en en Royaume-Uni, il y ait ce genre de pratique, hein, même pour les tout et même si pour les très grands prématurés, sauf si cliniquement il y avait des indications, mais, c'est vraiment très, très, très rare. Nous priorisons donc le lait, cru de la mère. Please, Gillian, it's maybe why you don't find Bacillus cereus in your lactarium. C'est peut-être la raison pour laquelle vous ne trouvez pas de Bacillus, cereus, dans vos lactariums. Nous avons eu cette discussion, Claude et moi. Mais peut-être que les tests que nous utilisons ne sont pas tout à fait, les mêmes, hein, que chez vous. Le lait est de toute façon, analysé avant la pasteurisation aussi en Royaume-Uni et aussi après la pasteurisation, mais nous n'assemblons pas, le lait de plusieurs mères. Mhm. Nous prendrons juste un échantillon, d'un lot, de lait de la même mère, même si c'est, 15 litres de lait, que nous allons assembler de cette même mère.
Nous, 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 nous jetons très très peu de lait au Royaume-Uni, hein. Et aux États-Unis, ils perdent aussi beaucoup de lait. Mais ils ne font pas de tests avant la pasteurisation, donc aux États-Unis, très peu. Ils pasteurisent et ensuite ils font les tests, hein. Il est vrai qu'il y a donc différentes méthodes d'analyse, hein. Il y a une balance entre les bénéfices et les risques, donc il y a des discussions intéressantes à propos donc de ce Bacillus cereus. Pour nous, c'est une question très critique en France, hein. S'il y avait du bacillus dans notre lait et que nous ne l'ayons pas trouvé, donc je pense qu'il y aurait eu des implications cliniques et il n'y a jamais eu en fait, d'infection, heu heu, à partir donc du lait de dons, anonymes. Nous n'avons jamais eu le cas, évidemment. J'espère que ça n'arrivera jamais. But we find Bacillus after pasteurization, Mais nous the, trouvons, du bacillus après la pasteurisation. not before. Si nous trouvons du bacillus après la pasteurisation, nous allons comparer aussi, avant la pasteurisation et en général, on n'en trouve pas avant Oui, yes. et nous en trouvons parfois un petit peu en post-pasteurisation parce qu'il y a, peut-être l'activation de certains spores. Nous avons eu, beaucoup de discussions lorsque nous avons développé le guide des bonnes pratiques, au Royaume-Uni. Donc, à partir du moment où le lait est toujours, manipulé, de manière très sécure, hein, avec, les conditions d'hygiène, optimales, il ne devriez pas avoir, de problèmes, cliniques, chez le bébé. C'était, cette décision est venue de cela, à partir de cette discussion. Mm, mm. Évidemment, le lait, ne devrait jamais rester, à température ambiante. J'habite à Douvres, je peux vraiment bien voir, la France, hein, et et je trouve toujours très particulier de penser que le lait maternel, français, soit vraiment différent, du lait, heu, du lait britannique. Je suis toujours surprise. Ah, c'est coupé. Et je suis sûre que ça va peut-être rester de la même manière, même après le Brexit. Thank you. Merci. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions pour Virginie? Mm.
Merci beaucoup. Nous pouvons faire maintenant une petite pause de 10 minutes? Okay. Merci. À 15h45, nous nous retrouvons à 15h45. Okay.